Alors, donc aujourd'hui, le débat a consisté à diaboliser Donald Trump. C'est là que la radicalisation du jeune homme de 20 ans, Mathieu, s'est opérée. Au point où il a dit l'officialisation de la candidature de Donald Trump, c'est aujourd'hui. Il a été officiellement nommé, choisi, voté, élu comme le candidat des républicains aujourd'hui. Et le petit s'était dit descendre Donald Trump le samedi, le tuer et que quelqu'un d'autre prenne sa place lundi. Il a attendu, il a fait son calcul. Et ça, malgré que c'est la première puissance économique, tout ce qu'on dit des Américains, pour le moment, parce que depuis l'attentat, je ne fais que suivre sur les États-Unis. Je n'écoute même pas les chaînes européennes. Comme Dieu merci, je peux parler, je comprends très bien l'anglais. Donc, je suis allé. Et tous les débats que j'ai suivis, à l'exception d'un républicain qui est venu, il dit, vous êtes en train de désorienter le débat. Ce sont les démocrates qui sont responsables de ce qui est arrivé. Comment un jeune homme de 20 ans peut se radicaliser au point de vouloir tuer Donald Trump? Ce sont les discours de haine. Et en même temps, Poutine avait déjà interpellé les États-Unis pour leur dire, arrêtez de diaboliser Donald Trump. Ce n'est pas dans votre intérêt. Poutine a dit ça, je crois, vendredi et samedi, il y a eu l'attentat. Heureusement, qui est passé à côté. Mais on ne peut pas dire trop heureusement parce qu'il y a une personne qui est morte sur le coup. Deux autres ont été grièvement blessés. Je peux vous dire que Donald Trump, il a eu la chance. Et la chance de Donald Trump, vous savez, les gens, ils ont fait une étude sur les hommes quand ils parlent. Vous savez, les gens qui parlent et qui bougent beaucoup, vous voyez très souvent quand je parle, je bouge, je bouge. Les gens disent, ces gens de personnes-là, ce n'est pas, je ne me vante pas, hein, je prends l'exemple sur moi parce que vous me regardez quand je parle, vous voyez les moments que je fais. On dit, les personnes qui font ça en général sont des personnes hyper intelligentes. Je ne me considère pas comme un, mais je vous donne juste les études. Et ces gens, et Donald Trump, quand vous le regardez, si c'était Joe Biden, là, que Dieu me, je touche du bois, la balle allait la porter. Parce que quand lui l'arrête, quand lui parle, on dirait au robot. Alors que Donald, quand lui parle, la façon de gesticuler, et c'est ce que tout le monde a dit, une toute petite erreur, Donald était parti. Et quand le petit a fait son calcul, il s'est mis de l'autre côté. Quand Donald Trump était en train de montrer le tableau, c'était sa position. Il y a un tableau qu'il a mis là pour montrer à ceux qui étaient venus suivre son intervention. Il était en train de leur montrer le taux d'augmentation de l'immigration clandestine. Et quand il le faisait, dans le temps de faire ça, quand le gars a tiré la tout petit, Donald a fait ça. Et il y a un photographe qui a pu prendre en image le passage de la balle. Quand il a fait ça, et puis il a fait ça, automatiquement, les services ont dit couche-toi, il s'est couché, sont venus se coucher sur lui. Je ne vais pas rentrer dans les détails, les attaques contre le Secret Service, c'est-à-dire la CIA, le FBI, moi je ne rentre pas dans ça. Ce que je veux dire tout simplement, pour que ce jeune homme-là passe à l'acte, c'est qu'il y a eu des discours de haine. Il y a eu des discours, mais puisque c'est la liberté d'expression qui est garantie par la Constitution américaine, le petit s'est radicalisé. On a présenté Donald Trump comme le diable à abattre. On a présenté Marine Le Pen comme diable à abattre. Alors que votre constitution leur donne le droit d'exister en tant que parti, en tant que politicien, en tant qu'organisation, en tant que ceux qui veulent gouverner un jour le pays. Mais au lieu de mettre les idées en avant telles que exigées par les normes de la démocratie, vous passez par le dénigrement, le mensonge et les menaces. Ça, c'est pas la démocratie. Alors, vous avez pu suivre le deuxième tour des élections législatives en France. C'était tout sauf la démocratie. Il y a eu l'expression du vote souverain, oui. Mais les messages de haine, de menaces sur les radios, les télévisions, pour présenter le Rassemblement national comme étant le diable qui va détruire la France, ça, ce n'est pas la politique. Ça, ce n'est pas la démocratie. Parce que là, ce sont les idées. Mais au lieu de présenter les idées, ils ont créé une sorte de psychose au sein de la population pour leur dire, si vous commettez l'erreur, voilà ce qui vous attend. Mais ça, ce n'est pas un débat idéologique.
Ça, c'est un coup d'État. Oui. Parce que la manipulation, nous, au moins, on assume ce qu'on a fait. Vous savez, dans le monde, si vous trouvez un pays au monde avec un exemple parfait de démocratie en dehors du Sahel, je vous jure, je prends Dieu à témoin. Je vous prends à témoin. Si une seule personne au monde, après ce que je viens de vous dire, peut me montrer un pays occidental comme une démocratie enviable, comme une démocratie qui serait la matrice sur laquelle chacun doit bâtir sa démocratie. Wallahi billahi, devant tout le monde, je dépose le micro et puis c'est fini, je quitte les réseaux. Vous n'en trouverez pas parce que ça n'existe pas. Leur démocratie, ce sont des mensonges, la manipulation, la désinformation. Leur démocratie, c'est dans leur tête la supériorité, la domination. Leur démocratie, quand ce n'est pas conforme à ce qu'ils veulent, vous êtes diabolisé. Et quand vous êtes diabolisé, on vous présente comme l'ennemi public à abattre, à détruire par tous les moyens. C'est ce qu'ils ont fait de Donald Trump, c'est ce qu'ils ont fait à Marine Le Pen et c'est ce qu'ils sont en train de faire dans le Sahel. J'espère avoir été à la hauteur pour vous permettre de comprendre les enjeux aujourd'hui. Ce qui est arrivé à Donald Trump n'est pas un acte fortuit. C'est la haine qu'ils ont nourrie contre nous, ici, dans le Sahel. Ils n'ont pas pu se libérer de cette haine. Ils l'ont intégrée dans leur discours contre Donald Trump. Conséquence, voilà la tentative d'assassinat de Donald Trump. La haine que la France et ses journalistes propagandistes, ceux qui font la propagande, cette haine qu'ils ont nourrie pour nous présenter comme les diables dans le Sahel, ils n'ont pas su comment gérer toute cette énergie négative qu'ils ont développée contre nous dans le Sahel. Ils l'ont transportée et ils l'ont introduite dans leur campagne. Voilà le résultat que ça a donné. Un blocage total en France. On a présenté Marine Le Pen, le Rassemblement national, comme le diable, le démon à abattre. Si vous pensez que tout ce qui est arrivé à Donald Trump et ce qui se passe en France, si vous déconnectez de ce qui se passe dans le Sahel, c'est que franchement, je pense que peut-être que venir sur Keïta, c'est pas la bonne chose pour vous. Peut-être que venir m'écouter, c'est une perte de temps parce que vous n'allez pas comprendre, vous n'allez rien retenir. Parce que tout est lié. Si vous pensez que dans le monde, une action se produit dans un pays, c'est une action isolée. Parce que c'est eux qui créent les expressions. Isolé, isolé. Mais rien n'est isolé. Tout est synchronisé à la seconde près. Rien au monde n'est isolé. Si vous acceptez de croire que c'est isolé, c'est que peut-être vous êtes vous-même isolé ici et que vous n'allez rien saisir. Rien n'est isolé. Tout est lié. Tout. Tout est lié. Tout est lié. Sans exception. Tout est lié. Alors, ça c'était ce qu'il fallait comprendre de la situation américaine. Ils vont vous présenter le petit, il est déjà mort, comme quelqu'un de radicalisé. C'est faux. Ils ont formaté son esprit. Ils l'ont manipulé. Puisque même s'il est super intelligent, mais à 20 ans, il n'a pas cette... Il a écouté, 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 et puis il a dit, ah, donc lui là c'est une menace pour mon pays, il faut que je le tue. C'est pas ce qu'ils ont fait quand quelqu'un a tenté d'assassiner Assimi Goïta. Parce qu'Assimi, quand il a pris le pouvoir, sa première prière de la grande mosquée à Bamako, il y a quelqu'un qui a voulu s'attaquer à lui. C'est depuis lors qu'il fait cette prière à Koulouba. Parce qu'on a radicalisé quelqu'un contre lui. Ils ont radicalisé des gens contre Donald Trump. Mais tout ça, c'est lié. C'est cette même haine-là qu'ils ont contre nous en Afrique que par moment, ils ne savent plus comment. Parce que quand vous avez un surplus d'énergie négative, vous n'avez pas le contrôle et ça va sortir. Hein. Cette énergie négative-là, une fois que les opportunités se présentent, tout de suite dans votre esprit, c'est la même chose. Pas que vous commencez à parler, sans vous retenir.
et vous commettez des erreurs et des erreurs. Pourtant, on leur a dit, ça, c'est pas le discours, ça, c'est pas la démocratie. C'est un fils du pays, c'est un ancien président. Vous n'êtes pas d'accord avec lui idéologiquement, d'accord. Mais les gens ne se rendent pas compte que les discours qui tiennent, ça peut se retourner contre le pays tout entier. Et c'est ce à quoi on a assisté le samedi aux États-Unis. Ce n'est pas mafieux qu'il faut condamner, non. Ce sont les discours qui ont fait des mafieux ce qu'il est devenu. C'est ça la réalité. Et ça, ils ne sont pas prêts à l'accepter. Quand le président sort dans l'Amérique, il n'y a pas de place pour la violence, les armes ne peuvent pas. Tu as menti, il n'y a pas de place pour la violence. Vous parlez de violence avec armes à feu et les violences verbales et le dénigrement. Parce que quelqu'un ne se lève pas comme ça, même le terroriste, il ne se lève pas comme ça pour prendre pistolet pour dire Allah Akbar. C'est parce qu'on a fait ce qu'on appelle brainwash, c'est-à-dire qu'on a lavé son cerveau, on a mis quelque chose dedans. Avant que le terroriste attaque, il y a d'abord une planification. On lui parle d'abord. S'il refuse d'accepter ce qu'on lui dit, il ne sera jamais terroriste. Mais une fois que l'esprit consomme ce qu'on lui a dit, automatiquement il est terroriste. Donc au lieu de parler de violence avec les armes à feu, parlez d'abord des violences verbales. La démocratie commence par un langage sain. C'est un combat idéologique. Alors comment toi tu peux donner 1 million d'emplois? On n'est pas sûr, c'est inimaginable. Comment tu peux résoudre l'immigration? Comment tu peux résoudre la criminalité? Ok, voilà mon projet. Comment résoudre l'immigration? Voilà comment je compte. Voilà, c'est des choses, des gens de débat. Mais c'est des diables, c'est des ceci, c'est cela, la bêtise morale, la bêtise civilisationnelle, la bêtise même de l'existence même de la France se trouve dans les narratifs qu'ils ont contre le Rassemblement national. Et la France va payer pour ce qu'elle est en train de faire au Rassemblement national. Soyez certains. Je ne sais pas quand. Mais ce discours-là va se retourner contre la France. Le discours qui tient aujourd'hui contre le Rassemblement national, ça va se retourner contre la France. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment. Mais ça se retourner contre la France. Soyez certains. Alors, on a vu le président, avant d'aller suivre le président Diomaye, j'ai vu d'abord, je vais vous faire écouter un aspect, un passage du capitaine Ibrahim et la réponse du Bénin. Mais, vous avez suivi, vous tous comme moi, je crois que c'était aussi le samedi, le président sénégalais a eu un entretien avec la presse sénégalaise pour aborder un certain nombre de sujets. Bachili, est-ce que tu es là? Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous, rapidement, tu peux m'envoyer la partie où il parle de la CEDEAO là, sur mon numéro que vous connaissez, je vous en prie. Je croyais que je l'avais, mais depuis je regarde, je retrouve pas quoi. Je voulais écouter l'intervention de Diomaye. Attendez, parce que j'écoute, mais je me retrouve pas. Si quelqu'un a ça, je souhaite que la personne m'envoie sur mon 72, je vous en prie, rapidement, pour que je puisse partager je peux développer sans ça, mais il serait intéressant que vous puissiez écouter. Alors, s'il n'y en a pas, il n'y a pas de problème, on va continuer comme ça. Alors voilà, Diomaye Faye, dans son intervention, on lui a posé la question. Il a été mandaté par le chef d'État de la CEDEAO. Alors, pour ceux qui aiment mettre mes vidéos en ligne, à l'exception de ceux qui font l'intégralité, alors cette vidéo, les administrateurs de ces différentes plateformes, hein, la première intervention que nous avons eue, c'est par rapport à Donald Trump, les États-Unis, la mauvaise interprétation de la démocratie. La deuxième partie de notre intervention, c'est maintenant sur Diomaye Faye. La dernière partie, ce sera pour le Sahel. Voilà, donc ceux qui aiment couper les parties, donc je voudrais que vous compreniez bien, hein, parce qu'il y en a qui prennent les parties qui les intéressent, et puis je dis infiniment merci à chacun de vous, parce que après quand moi-même je me retrouve, quand on voit ces trucs-là, il y a des vidéos qui font
en 24 heures, tu vois souvent des vidéos qui font 200 000, tu te dis, waouh, tout de suite là, je viens de voir un qui a fait 140 000 en moins de 24 heures, j'ai dit, waouh, 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 ça c'est extraordinaire. Alors donc, je tiens toujours à remercier ceux qui font ça. Alors, ici, ce qui est intéressant, cette partie-là, c'est pour Diomaye Faye et la CEDEAO. Ici, Diomaye Faye, dans son entretien avec la presse sénégalaise, il a développé beaucoup de points. Mais ce qui nous intéresse, nous, le Sahel, ce sont les propos qu'il a tenus. Vous savez, j'ai toujours dit, quand vous êtes choisi comme négociateur, vous devez faire en sorte que les propos qui tiennent, les propos qui sortent de votre bouche, en tant que médiateur ou facilitateur, ces propos-là doivent apporter la confiance entre vous et vos interlocuteurs, ceux à qui vous allez parler demain. Il faut que vos propos soient des propos qui amènent ces dirigeants-là à vous faire confiance au point de vous écouter. Dans les propos de Diomaye Faye, la première remarque, et d'ailleurs je voudrais dire merci à Nathalie et puis à Franklin qui ont fait un travail extraordinaire à ce niveau. Ce que je voudrais dire à Diomaye ici et aux Sénégalais, jusqu'à présent, votre président, il est dans le déni. Et il y a la contradiction dans ce qu'il dit. Souvent, quand les gens parlent, ils ne se rendent pas compte que les propos qu'il avance, il y a plein de contradictions dedans. Et Diomaye, il y a plein de contradictions. D'abord, il s'est comporté comme Alassane Ouattara. Et les propos de Diomaye sonnent dans mes oreilles. Les propos de Diomaye sonnent dans mes oreilles une dernière fois. Les propos de Diomaye sonnent dans mes oreilles comme des instructions données par Alassane Ouattara. Comme si Ouattara avait, c'est-à-dire, c'est comme Diomaye est allé puiser chez Ouattara. Parce que lorsqu'il y a eu le renversement du pouvoir de Bazoum, Ouattara et la CEDEAO refusaient de reconnaître que le pouvoir avait changé. Quand Laurent Gbagbo disait c'était fini, c'est terminé, pendant que Ouattara parlait de tentative de coup d'État, nous on disait que c'était fini. Mais Ouattara avait du mal à accepter que le coup d'État était consommé. C'est Laurent Gbagbo qui a dit lors d'une rencontre, il dit le coup d'État est consommé. Vous vous rappelez de ça? Et Diomaye Faye refuse de reconnaître que la sortie des trois États est consommée. Ouattara était dans cette position de déni, de refus, d'acceptation. Et il disait toujours tentative, tentative. On dit, mais ce gars-là, il vit sur la lune ou bien il vit où? C'est fini, Bazoum n'est plus président. Mais lui continue de dire tentative, tentative, parce qu'il croyait que toujours il y avait une possibilité de changer les choses. Il refusait d'accepter la réalité. C'est le défaut de Ouattara. Et Diomaye devient un élève intéressant d'Alassane Ouattara. Le mensonge et la manipulation. Il semble que Ouattara a bien lessivé le cerveau de Diomaye Faye. Ouattara a formaté la pensée de Diomaye Faye. Diomaye Faye refuse de reconnaître que nous sommes effectivement sortis définitivement de la CEDEAO. Parce qu'il continue de dire le délai, c'est jusqu'en janvier 2025. Mais il est idiot. Excusez-moi, le Sénégal, il est vraiment idiot. Et ça fait que nos présidents se posent la question si Diomaye veut réellement négocier. Parce que quand tu refuses de reconnaître ce qui est déjà fait, un état de fait, quand tu bâtis, tu construis ton narratif sur un état de fait, dans ta tête, tu es dans une position, ton interlocuteur, lui aussi, il est dans une autre position. Donc, vous n'êtes pas sur la même ligne, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Comment vous allez communiquer? Comment vous allez vous comprendre? Quand tu persistes à dire que la date butoir n'est pas encore finie, donc il y a toujours possibilité de les rappeler. Je ne sais pas par quelle magie, par quelle alchimie il va le faire, par quel bâton magique,
il va dire que ce n'est pas fini. Alors, voilà un président qui a marié une femme. Après 3 mois, il n'a même pas pris le temps de passer du bon temps avec sa femme. À peine 90 jours, on le met en prison pour 11 mois. Donc, pour lui, c'est comme il est maso, hein, le président sénégalais, c'est un maso. Donc, pour lui, c'est normal. Il a accepté ça. Tu maries enfant des gens, 3 mois après, on te met en prison pour 11 mois. Tu trouves que c'est normal. Mais alors, donc, il nous parle des textes de la CEDEAO. Diomaye nous parle des textes. Voilà ce que disent les textes. Donc, ce que nous avons dit là, ça, c'est pas son problème. Quand nous dit on sort avec effet immédiat pour Diomaye Faye, c'est pas son problème. Et puis, il n'évoque même pas cet élément important. Il ne fait même pas de rapprochement. Pourquoi les chefs d'État ont décidé de sortir avec effet immédiat? Pourquoi Diomaye ne se pose pas cette question simple et pertinente? S'il décide de sortir avec effet immédiat, il y a quelque chose de fondamentalement qui a changé et dont ils ne sont pas prêts à accepter. Ça, c'est la première remarque. Ça, c'est ce qu'on appelle la fuite en avant. Le manque de responsabilité. Il n'assume pas, il n'accepte pas, il ne reconnaît pas. Comme un bon élève de Ouattara, il pense toujours qu'il y a un délai auquel nos 3 pays seraient tenus. Mais quand le petit président dévergondé, excusez-moi du peu, quand cette même CEDEAO violait ses propres textes, ah oui, parce qu'il était en prison, sorti de la prison, il est devenu tout d'un coup amnésique. Sorti de prison, il est devenu amnésique. Il oublie. Il se rappelle de rien. Diomaye, si vous lui demandez aujourd'hui, il va dire qu'il n'a jamais fait la prison. C'est le déni. Vous demandez à Diomaye aujourd'hui, il va dire qu'il n'a jamais fait la prison. Alors, il peut parler ainsi aux Sénégalais, ça peut plaire aux Sénégalais. Les Sénégalais peuvent être d'accord, les Sénégalais peuvent ne pas être d'accord. Mais nous, dans le Sahel, on demande à Diomaye de faire preuve de responsabilité, d'honnêteté, de probité, d'intégrité, de personnalité, de moralité et de dignité. Parce que jusque-là, quand vous l'écoutez, vous avez l'impression d'écouter un esclave de salon. Je répète, quand nous écoutons Diomaye parler de la CEDEAO et de l'AES, on a l'impression d'écouter un esclave de salon. Vous savez, dans le Sahel, ce que nous appelons esclaves de salon, vous les connaissez. Donc, il ne reconnaît pas aux États du Sahel les violences que nous avons subies de la part de la CEDEAO, les agressions que nous avons subies de la part de la CEDEAO, l'implication d'autres puissances étrangères dans la gestion de la CEDEAO. Tout ça, pour lui, c'est pas son problème. Tout ce qu'il sait, on n'est pas encore parti parce qu'il y a un délai qui nous lie encore à la CEDEAO. Petit Diomaye, tu peux être têtu comme tu as l'habitude de dire que Ousmane Sonko dit que tu es têtu quand tu es sur quelque chose, tu laisses pas. Bon, au Sahel ici, là, on va te faire péter et puis tu as fait demi-tour. Au Sahel ici, là, tu viens et puis tu as tapé poteau, tu as fait demi-tour. Je répète, tu viens ici, tu tapes poteau, tu fais demi-tour. Si les Sénégalais, pourtant, la société civile sénégalaise a commencé à te demander de te ressaisir. Tu veux faire la médiation et tu refuses de reconnaître ce que nous avons vécu, ce que nous avons subi, l'humiliation, la trahison, la méchanceté de la CEDEAO. Et ça, tu passes sous silence. Tu penses que le fait de dire que on reconnaît que la CEDEAO a un problème. Non. Tu veux encore utiliser des expressions pour nous amadouer. Quel problème? Parce que quand tu dis au sein de la CEDEAO, il y a un problème. Tout le monde sait qu'il y a un problème. Ah, pour savoir qu'il y a un problème. D'accord? Parce que quand tu dis il y a un problème, c'est une expression généraliste. Il y a un problème. À quel niveau il y a un problème? Vous êtes dans votre maison et puis vous avez envoyé vos enfants faire des courses.
Vous attendez leur voix dehors. Mais je vous attends, il y a quoi? Il dit, ah, papa, il y a problème. Il y a problème. La première question qui suit leur réponse, vous allez dire quoi? Quel genre de problème? Quelle est la nature du problème? Ah, papa, la porte est fermée, on ne peut pas entrer, ou il y a une voiture qui est garée devant, ou il y a des gens qui font palabre, la porte est bloquée, c'est pourquoi on ne peut pas entrer. Voilà comment. Mais quand tu dis CDAO, il y a problème, quel problème? Il croit qu'il est intelligent. Moi, j'ai toujours dit, je ne suis pas le plus intelligent au monde, oh. Mais quand il s'agit de défendre les intérêts de nos États, et puis vous venez avec une langue cousue de tissus de mensonges, vous venez pour nous berner, pour tirer de la... Keita va venir, il va trier tout ce tu fais le tri, et puis, Joma, tu dis à la CDAO, là, quel problème? Tu n'as pas dit. On a écouté ton truc, ton intervention avec les Sénégalais. Tu as dit quoi? Quel est le problème de la CEDEAO? L'ingérence extérieure, les violations des textes, la manipulation, le mépris, le dégoût, l'injustice, l'inégalité. Toi, tu allais chez un président qui a fait un coup d'État, double coup d'État constitutionnel. Il a utilisé l'OTAN pour venir au pouvoir. Après, il a fait un coup d'État constitutionnel. Tu vois, tu es à l'aise avec ce président. Tu trouves que la CEDEAO n'a rien à dire. Ça ne te gêne pas. C'est acceptable pour toi. Et tu penses que d'autres, tu vas venir. Est-ce que tu as eu le courage de dire à Alassane Ouattara pourquoi tu manipules la constitution pour te mettre au pouvoir? Tu as pu dire ça à Alassane Ouattara. Tu vois, c'est ça qui est malheureux en Afrique. Les jeunes qui veulent le pouvoir, vous leur faites confiance, vous leur donnez le pouvoir. Au lieu de restituer le pouvoir au peuple, pour que le peuple, en plus de leur programme, leur donne une orientation claire, ils s'en fichent. Ils font ce qu'ils veulent. S'il avait demandé l'avis du peuple sénégalais par rapport à ce que le Mali vit, le Mali, le Niger et le Burkina, en un mot, l'Alliance des États du Sahel, je suis sûr que le langage erroné, déformé, désintégré, manipulé qu'il a tenu avec la presse sénégalaise, je ne suis pas certain qu'il allait dire les mêmes choses si jamais il avait demandé l'avis du peuple sénégalais. On t'a choisi comme médiateur et tu choisis volontairement d'occulter des éléments essentiels. Ce qui a motivé et justifié notre retrait, tu passes cela sous silence et ce qui sort de ta gueule puante, c'est le délai n'est pas encore fini jusqu'en janvier 2025. Alors, le petit idiot président du Sénégal, il faut écouter ici. Alerte info. Le président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno, alias Kaka, refuse de se rendre aujourd'hui 15 juillet 2024 à Paris suite à l'invitation du président français Emmanuel Macron. Ce que l'on peut retenir face à cette décision majeure, c'est que le Tchad est véritablement déterminé à tourner le dos à la France. Petit président pervers par défaut. Le petit président amnésique. Déby Kaka, quand il avait la présidence du G5 Sahel, c'est ce petit français Emmanuel Macron qui lui a dit, au moment où le tout revenait au Mali, de ne pas convoquer cette rencontre, ce sommet-là, pour passer le flambeau au président Assimi Goïta. Il l'a fait. Ce qui a justifié le retrait du Mali du G5 Sahel. Aujourd'hui, la France ouvre une enquête judiciaire contre Déby. Pourquoi? Parce que Déby dit qu'il faut réévaluer la présence française et américaine au Tchad. La France ne changera jamais. Depuis que Déby a décidé de réévaluer la présence française au Tchad, on dit qu'il vient acheter des habits chers.
Mais attendez, Alassane Ouattara ne vous pose aucun problème quand ce monsieur détourne 365 milliards par an comme budget de souveraineté. Alors, laissons les 65 milliards comme ça. Prenons tout simplement 300 milliards. Alassane Ouattara a plus de 300 milliards chaque année comme fonds de souveraineté. Ça ne pose aucun problème, aucun cas de conscience à la France. Parce que Alassane Ouattara est le dernier rempart pour défendre la France-Afrique. Tant que tu fais leurs affaires, tu peux voler, piller, il n'y a aucun problème. Oui. J'ai dit, Alassane Ouattara, il a plus de 300 milliards par an. Est-ce que la France est une fois intéressée au fonds de souveraineté de la Côte d'Ivoire? Non. Donc, Dibi, quand vous êtes président, je ne suis pas obligé d'être d'accord avec ces pratiques-là. Mais il faut les présenter pour que les gens comprennent. Dibi n'a pas volé l'argent. Chaque pays détermine, il y a ce qu'on appelle le renouvellement de la garde-robe du président. La femme d'Emmanuel Macron elle-même, Brigitte Macron, quand ils sont arrivés à l'Élysée, on n'a pas encore vu de procès contre Brigitte Macron. Il y a un produit pour rajeunir. Le carton fait 20 000 euros. Brigitte Macron commandait les cartons par dizaines par mois pour utiliser. Ce qui a fait que la vieille femme avec la peau rigueuse qui est rentrée à l'Élysée, là, quand vous la regardez aujourd'hui, même sa vieillesse, sa laideur est là, mais vous voyez que l'argent du contribuable français l'a aidé un tout petit peu à avoir une petite présentation. François Hollande, son coiffeur personnel, il percevait par an combien? 200 000 euros, je crois. Entre 200 ou 300 000 euros. Juste le coiffeur par an. Macron, c'est la même chose. Donc ça, c'est pas un cas de conscience pour la justice française. C'est normal parce que ce sont des fonds qui sont bien à la disposition du président. Alors, le Tchad décide de mettre un fonds à la disposition de son président. Il l'utilise comme il veut. Ça fait partie de la souveraineté du président. Dans tous les pays, ça existe. Alassane Ouattara, il a plus de 300 milliards chaque année. On a fait enquête sur lui. Alors que Dibi a acheté des costumes d'1 million. Mon cher Marguerita, je m'en fous. Si les prévisions sont prévues de façon légale dans le budget, si c'est décidé que le président il a droit à ça, si c'est, moi je m'en fous et perturbant parce que c'est ce que dit. Assimi, il a un fonds de souveraineté. Ibrahim a un fonds de souveraineté. Ibrahim, son fonds de souveraineté, il met à la disposition de ce qu'on appelle l'initiative président. Ben, ça faut l'initiative présidentielle. Il y a des grands projets qui sont financés. À partir de quoi? À partir du budget de souveraineté du président, Ibrahim a décidé de donner un contenu. Lui n'a pas besoin de cet argent. C'est l'argent du Burkina. Il faut que ça revienne au Burkina Faso. Donc, il a mis en place l'initiative présidentielle. Assimi Goïta, lui, tout le monde sait les œuvres sociales qu'il fait tous les jours au quotidien avec son fonds de souveraineté. Alassane Ouattara, lui, c'est pour tuer les gens. Et puis ça, c'est dans son compte, dans son propre compte personnel. Donc, si Kaka prend pour lui pour s'habiller là, et puis nous, nos présidents là, ils prennent pour eux là, pour investir dans le pays là, est-ce que nous, c'est notre problème? Kaka, il a quel problème? Est-ce que Macron lui-même, il n'a pas ce même fonds là? Je vais vous donner un conseil. Non, pas un conseil, une information. Dans la plupart de nos palais présidentiels, écoutez très bien, c'est aujourd'hui que j'ai fait la remarque. Dans la plupart de nos palais présidentiels, il y a un nom. Le salon pas perdu ou la salle pas perdue. Vous avez déjà entendu ça en Côte d'Ivoire, non? Dans tous les pays qui ont été colonisés par la France, même au Sénégal, ça est là-bas. Pas perdu. Même au Sénégal, ça est là-bas. Dans tous les pays francophones colonisés par la France, dans les présidents de la République, il y a un salon qu'on appelle le salon pas perdu. Mais le nom pas perdu, là, ça vient d'où? Au Gabon, il y en a. En Côte d'Ivoire, il y en a. Au Sénégal, il y en a. Partout. Tous les pays colonisés. Vous savez, ça vient d'où? À l'Élysée, ils ont ça. Et à l'Assemblée nationale française, ils ont ça. C'est pourquoi moi, je vais demander, bon,
Je crois qu'à Koulouba, il y a Koulouba, Burkina, je crois qu'il n'y en a pas. Je sais pas trop, mais je n'ai pas trop entendu. Même s'il y en a, on va demander de changer tous les noms qu'ils ont donnés aux salons qui sont dans nos palais présidentiels, pas perdus, pas cherchés, qui a un lien avec le colon. Il faut tous les supprimer et puis de donner des noms locaux, des noms de nos vaillants guerriers qui se sont battus pour la liberté de l'Afrique. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas perdu. Vous connaissez très bien. Moi, j'aurais souhaité que pendant la présence de Laurent Gbagbo, que le nom change. C'est là-bas. À l'Assemblée française, ça existe. À l'Élysée, ça existe. Alors, donc, ici, Diomaye n'est pas en position pour venir négocier. Il est dans une position de délit. Il refuse de reconnaître. En même temps, il dit ce sont des pays souverains. En même temps, il dit on respecte leur choix. En même temps, il dit il ne faut pas fermer toutes les portes. Ça, on est entièrement d'accord. On n'a pas eu besoin de Diomaye Faye pour ça. Nos ministres des Affaires étrangères ont toujours dit qu'ils vont travailler dans le cadre bilatéral. C'est-à-dire, l'AES va lier. C'est là que nous, ça devient intéressant. Et c'est là que tous les économistes voient comment ces militaires-là sont des véritables stratèges. Pas seulement sur le plan militaire, mais sur le plan diplomatique et économique. Comment ce sont des véritables stratèges. Ils disent, en sortant de la CEDEAO, l'AES désormais va négocier des accords bilatéraux. C'est-à-dire, ce n'est plus la Côte d'Ivoire qui va négocier avec le Mali, quoi que ce soit. Sur le plan commercial, c'est l'AES, les trois pays, qui vont négocier au nom de la Confédération avec la Côte d'Ivoire pour avoir des accords commerciaux. Ce sera la même chose au Sénégal. Donc, si nous quittons la CEDEAO, nous allons faire tout pour avoir des accords. Parce que si Alassane Ouattara veut jouer aux idiots, c'est lui qui perd. C'est lui. Parce que c'est lui qui voulait que nous on retourne au port. On a dit non. Donc je pense qu'on est en train de lui tendre la perche, à lui de saisir, comme Laurent Gbagbo l'a dit à Bono hier, je tends la main à toute l'opposition sincère et honnête. Donc l'AES tend la main à tous les États sincères et honnêtes pour mettre en place des accords bilatéraux. C'est tout. Avec chaque État, nous allons développer cette relation bilatérale. Donc quand Diomaye dit ça, il dit rien de nouveau. Ça, c'est une position que nous avons affirmée il y a longtemps. Maintenant, qu'il arrête de dire la date, janvier 2025, petit, tu te fous de nous. Si c'était pour respecter les textes, la CEDEAO n'allait jamais prendre les décisions qu'elle a prises contre nous. Donc, au lieu de nous parler de la durée, donc tu nous fais croire que la CEDEAO avait toutes les raisons de nous punir, mais nous devons subir. La CEDEAO ne respecte pas ses textes, mais nous-mêmes, nous devons suivre les textes de la CEDEAO. Bachirou, est-ce que ta tête là, c'est l'eau qui est dedans, c'est caillou qui est dedans, ou bien c'est cerveau qui est dedans? Quand tu réfléchis comme ça là, tu penses que c'est intelligent. Moi, je ne sais même pas qu'est-ce que Ousmane Sonko a vu en toi et puis t'as choisi quoi, franchement. Je me pose la question, est-ce que Ousmane Sonko n'a pas fait la bêtise de sa vie? Mais t'es quel genre de président? Donc tu es d'accord que la CEDEAO nous traite comme elle veut? La seule chose que tu dis, il y a un problème. Mais quel est le problème? Il faut expliquer à ton peuple, au peuple sénégalais, ce qui a poussé l'AES. Nous avons dit, ils ont écouté. Mais toi, tu as la voix la plus avisée, la plus officielle au Sénégal, puisque tu es le président des Sénégalais. Ça te coûte quoi? Donc tu as peur de revenir sur ce que la CEDEAO nous a fait subir. Tu as peur de dire au peuple sénégalais ce que la CEDEAO nous a fait subir. Tu essaies de masquer cela. Tu essaies de maquiller cela et faire croire que la tâche est facile. D'accord? Si tu es garçon, on t'attend. Si c'est facile, il faut venir, on t'attend de pied ferme. On t'attend dans le Sahel. Donc tu n'es pas là pour nous aider. Moi, je ne sais même pas pourquoi on doit te recevoir même. Je ne sais même pas pourquoi on doit recevoir ce gars-là. Alors, ici, peuple du Sénégal, nous n'avons rien, comme l'a dit Ibrahim, nous n'avons rien contre le Sénégal. Nous n'avons rien contre le peuple sénégalais. Mais nous n'allons pas accepter que votre président joue les amnésiques
il est amnésique, quelqu'un qui ne se rappelle de rien, ferme les yeux et n'est pas suffisamment honnête. Nous ne sommes plus dans la diplomatie mensongère. On l'a dit, Ibrahim l'a dit. Si tu ne peux pas dire à ton peuple la vérité, nous allons dire la vérité à notre peuple. La diplomatie mensongère, on a trop supporté, on a trop vécu, c'est ce qui nous a détruit. Et c'est ce qui a mis nos pays en retard. Toi, tu es venu négocier, et puis tu adoptes une position de déni. Tu ne reconnais pas, tu n'acceptes pas, tu ne comprends pas. Mais tu as venu discuter de quoi avec nous? Alors, pour nous, c'est clair. Je pense que on va aller à la dernière partie de notre intervention, la plus importante. Partagez au maximum, faites monter le mercure. Je sais que je suis sous sanction, hein. On essaie d'empêcher mon compte de décoller, mais n'oubliez pas parce que je vois aussi que vous n'allez pas vous abonner à la page. Vous perdez beaucoup. Après, vous m'envoyez plein de messages, on te suit pas, on te suit pas. Mais allez vous abonner sur la page Cheikh Oumar Keïta. Allez vous abonner. Sur ma page YouTube Keïta Cheikh Oumar, sur ma page Facebook Cheikh Oumar Keïta, allez vous abonner maximum. Allez vous abonner. Partagez au maximum. C'est vrai que je dis pas tout le temps, mais partagez. Alors, c'est ici qui m'intéresse. On a gardé la fin pour la meilleure partie. Personne ne viendra nous dire qu'au Bénin, il n'y a pas de base française dirigée contre nous. Nous avons les preuves sous la main. Deux bases importantes. Nul ne peut le contester. Et je les mets au défi. Et nous n'avons rien contre le peuple béninois. Là, nous avons un problème avec la politique des dirigeants béninois. Et nous le disons haut et fort encore. Dans cette diplomatie, nous avons décidé de dire la vérité. Il y a bel et bien deux bases. Une vers Kandy et l'autre en allant vers Porga ou je ne sais pas quelle localité. Les pistes ont été réaménagées à plus de 3000 mètres de long. Les avions atterrissent. Les gens équipent et forment les terroristes là-bas. Nous avons des enregistrements audio d'agents français au Bénin là-bas. Les victimes de ce qui vient d'ailleurs ont le produit. Ça, ce sont les propos du capitaine Ibrahim le jeudi, où il a ouvertement accusé le Bénin et la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, avant même que le président ne monte au créneau pour pointer du doigt la responsabilité de ces deux dirigeants, Talon et puis Draman, nous avons été toujours ces lanceurs d'alerte. Nous avons toujours été à la première ligne pour indexer l'implication directe et indirecte de ces deux chefs d'État criminels, de ces deux voyous appelés présidents, Draman et Talon. Je vais vous laisser écouter la réponse du soi-disant porte-parole du gouvernement. La bêtise humaine, l'idiotie, l'inconsistance. Les gens pensent que nous sommes dans une période où on va continuer à berner, mentir et manipuler. Nous avons, moi personnellement, après l'intervention du président Ibrahim, j'ai cherché à faire mes propres recherches. J'ai commencé à savoir davantage parce que je n'ai jamais remis en cause ce qu'il a dit. Donc je voulais des éléments, plus d'éléments pour attester les propos du capitaine. Et je suis tombé, avant que vous n'écoutiez le porte-parole du gouvernement béninois, je suis tombé sur un reportage d'un journaliste. Le journaliste expliquait que c'est bel et bien lui qui avait fait, à l'époque, une enquête sur la présence militaire française au Bénin. Et que ces éléments ont été utilisés par la télévision et les autorités nigériennes. Et que, en réalité, voilà ce que lui il a dit. Ça, c'est ce que le journaliste a dit. Et puis, ce France 24 aussi a repris. Donc, tout le monde
Et c'est en fonction de ça ce qu'il parle. Mais malheureusement, je n'ai pas voulu sauvegarder. J'ai plus le temps d'écouter le monsieur jusqu'à la fin. Mais à la fin, il va dire quelque chose d'intéressant. Là, ici, il dit, le porte-parole du gouvernement béninois a lancé un appel à tous les journalistes indépendants au Burkina, au Niger, s'ils le souhaitent, de venir au Bénin pour mener toutes les enquêtes, toutes les investigations nécessaires. Curieusement, vous savez ce qui s'est passé? Tous les journalistes qui ont souhaité aller au Bénin, on ne leur a jamais accordé l'autorisation d'aller au Bénin. Tous les journalistes. Parce que l'esclave du salon a parlé, mais le maître a dit, attention, tu ne sais pas où tu mets les pieds. Tu ne sais pas ce que tu fais. Tu viens d'ouvrir la porte du Pandore. Si vous permettez à ces journalistes-là de venir au Bénin, c'est fini. C'est fini. Ils vont vous exposer. Et le monsieur dit, il est passé par tous les moyens. Officiellement, on te dit pas non, mais on te fait tourner en bourrique. Il dit, jusqu'à la date d'aujourd'hui, on ne lui a jamais accordé. C'est pas lui seul. Tous les journalistes qui ont cherché à aller au Bénin, suite à l'invitation du porte-parole du gouvernement, après la sortie d'Ibrahim, tous les journalistes qui ont voulu aller au Bénin, jusqu'à la date d'aujourd'hui, aucun d'entre eux n'a reçu l'autorisation ni le visa pour entrer au Bénin, pour aller enquêter. C'est ce monsieur-là qui parle. Écoutez-le. Ici, on a démontré qu'il n'y a pas de base militaire française. Donc, le capitaine burkinabé prétend ce que d'autres ont dit sans preuve, et lui-même il répète la même chose. Le Nigérien aussi a dit ça. Ils n'ont qu'à sortir les preuves. Il a dit qu'il était des preuves, il a des audios. Vous imaginez, vous êtes journaliste, et vous savez que la preuve est la rançon du droit. Vous savez que vous ne pouvez rien affirmer, rien écrire, sans avoir recoupé ou dire opération qui vous lit, qui vous écoute. Nous avons vérifié, c'est vrai. Lorsque le président rassemble, il est dans une salle où il y a 1000, 1500, 2000 jeunes, et qu'il dit ça, il a pris les dispositions pour en parler. La moindre des choses, c'est de jouer les audios pour dire, bon voilà. Alors, ici, je vais répondre aux petits porte-parole du gouvernement. Vous savez, les Africains, et Allah, partagez. Quand il écoute tout ça, parce que ça fait pitié. Ça fait pitié. Un président accuse son homologue. Il y a ce qu'on appelle le droit international. Vous avez le droit soit de rappeler votre ambassadeur pour consultation, soit vous appelez l'ambassadeur du Burkina au Bénin pour explication, soit vous portez plainte, diffamation contre le président Ibrahim. Et devant une cour de justice, on verra s'il dit vrai ou faux. Mais c'est pas ce que le Bénin fait. Ils savent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils appellent quelques journalistes et puis on dit ils ont répondu à Ibrahim. Vous n'avez pas répondu à Ibrahim. Je suis désolé. Ça, c'est pas une réponse. Ibrahim a dit pour lui devant le monde. Et puis vous sortez, on a dit. Mais maintenant, si vous êtes garçon, pourquoi vous n'avez pas porté plainte? Pourquoi vous n'avez pas porté plainte? Pourquoi vous n'avez pas rappelé votre ambassadeur? Pourquoi vous n'avez pas convoqué l'ambassadeur du Burkina Faso au Bénin pour consultation? Et pardon, pour explication. Pourquoi vous ne portez pas plainte contre le capitaine devant une cour de justice digne de ce nom? Que le capitaine montre les preuves. Si vous êtes garçon là, faites ça. Vous allez rentrer votre queue sans le savoir. Alors moi, je vais vous démontrer que ce que le capitaine a dit est 100% vrai. Je vous amène ici. Parce que nous, c'est important. Cette histoire-là, il y a longtemps, c'est un combat, on a commencé, ça fait un bout de temps. Ça fait un bout de temps. Alors, je vais vous amener ici d'abord. Permettez-moi une seconde, je reviens juste quelques secondes en arrière. Voilà. Ici. Il y a des Européens qui pourraient devoir travailler sans l'OTAN. La question, en réalité, elle est essentiellement de la volonté politique des États membres de l'Union européenne. Cette entre-guerre dont on parle, qui a été mis et en particulier... C'est de lui qu'il s'agit, hein. Vous le reconnaissez, non? Le général, voilà. Nous avons travaillé à essayer de mettre en évidence ces intérêts comme européens. Ce qui est notre destin commun européen, c'est la Méditerranée et l'Afrique. Notre destin se joue. Écoutez bien. Nous avons en permanence essayé, nous Français, d'entraîner les Européens
dans cette prise de conscience de la nécessité d'agir? Notre avenir, c'est la Méditerranée et l'Afrique. Voler et piller. En réalité, si la France faisait franc jeu, honnête et sincère, les Africains seraient heureux de travailler avec la France parce que c'est une collaboration honnête et sincère, gagnant-gagnant. Mais que fait la France? La France vous vole et vous pille. Non seulement elle a votre argent dans son trésor, elle a votre or dans son trésor, c'est elle qui garantit votre monnaie et toutes les votes que vous faites à l'extérieur passent par les trésors français, elle a un pourcentage à prélever. Et alors, ce n'est pas tout. Ensuite, ce qu'elle achète avec vous, c'est un système de 10%. Vous ne gagnez que entre 7 et 10%. 10%, alors là, c'est parce que c'est trop sinon, c'est de 5 à 7% que vous gagnez. Voilà ce que la France fait. Et alors, quand ce idiot de Béninois qui se dit porte-parole, il parle, il croit que nous, on parle dans l'air. Pourquoi le Bénin n'était-il pas prêt à envoyer des soldats au Niger? N'avons-nous pas vu des navires de guerre accostés au port de Cotonou, au Bénin? Lorsque cette velléité de la CEDEAO était d'attaquer le Niger pour installer Bazoum, la France n'a-t-elle pas installé une base militaire au Nigeria? Les Américains, leur base de drones? Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que lui, il peut nous dire? Vous savez, ça fait rire quand des petits, on a vu ça en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, quand on l'a accusé d'avoir comme fonds de souveraineté 342 milliards à l'époque, il a attaqué le journal en question en justice. Et arrivé là-bas, le journal a sorti toutes les preuves, parce qu'ils avaient dit, c'est faux, c'est la diffamation, c'est un mensonge. Arrivé devant la cour de justice, le journal a sorti toutes les preuves. Et l'État de Côte d'Ivoire a perdu le procès. Ce n'est pas allé quelque part. Si vous pensez que Ibrahim n'est pas dans la vérité, pourquoi vous ne portez pas plainte contre Ibrahim? On verra s'il y a preuve ou s'il n'y a pas preuve. Portez plainte. Nos présidents ont la probité, la dignité, la moralité, la personnalité, la crainte de Dieu. Ils s'évitent tous les trois à tenir des propos qui de nature seraient diffamatoires devant les hommes et devant Dieu. Donc, ils peuvent tenir un propos. Vous pouvez ne pas être d'accord avec eux. Ça, c'est votre choix que tout le monde doit respecter. Mais dire qu'ils ne disent pas vrai, c'est faux. Ils disent vrai. C'est vrai. Les preuves sont là. Les preuves, je vais vous dire pourquoi les preuves sont là et les preuves abondent. Le Mali a demandé une rencontre spéciale aux Nations Unies pour présenter les preuves des violations de notre espace aérien, de la présence militaire française, de l'implication de la France dans le renseignement, l'équipement, la formation et le financement du terrorisme dans le Sahel. Jusqu'à la date d'aujourd'hui, la France a refusé que cette rencontre extraordinaire soit faite. Ce sommet-là, je ne sais pas comment il faut l'appeler, mais que cette réunion au niveau du Conseil de sécurité soit faite. Jusqu'à la date d'aujourd'hui, la France n'a pas accepté. Mais la France ne sait plus à dire on ment, on ment, on ment. Son représentant à l'ONU, on ment. On est où d'accord? Si on ment, pour lever le doute, pour lever l'équivoque, pourquoi vous ne convoquez pas cette session extraordinaire que nous demandons? Pour présenter les preuves. Jusqu'à la date d'aujourd'hui, la France a refusé. Et je vous ai dit à l'époque que moi, personnellement, et Dieu est témoin, j'ai été convié, je ne dirai pas où, je l'ai toujours dit, je ne dirai pas, et on m'a présenté ces preuves de façon irréfutable. Sur la table, on m'a montré toutes les preuves de la France. Je le dis souvent, mais où, je ne dirai jamais à quelqu'un. J'ai vu ces preuves de mes propres yeux, je les ai vues. Comment la France viole notre espace? On a des logiciels. Les gens n'ont même pas une idée. Les gens pensent que c'est le Burkina de Blaise Compaoré, comment on appelle ça, de Christian Kaboré, c'est le Mali d'Ibrahim Keïta,
c'est le Niger de Bazoum. Non, les gens oublient, c'est pas ça. Nous sommes passés à une autre étape. Notre pouvoir, le socle de notre pouvoir, la force de notre pouvoir, c'est dans le renseignement. La chute d'un pouvoir, la force d'un pouvoir réside dans sa capacité à gérer de façon souveraine son renseignement. Quand vous perdez le contrôle légitime et souverain du renseignement, vous êtes bon pour aller à la poubelle. Mais quand vous avez le contrôle de votre renseignement, à l'exception de Allah, il sera pas quasiment impossible qu'on vous attaque par surprise. Parce que vous allez toujours anticiper. Notre renseignement, les logiciels que nous avons, ces petits béninois-là, ils s'amusent. Vous sous-traitez votre renseignement avec la DGSE. Nous avons la souveraineté de notre renseignement. Alors dites-moi, celui qui est souverain, qui contrôle, qui a la maîtrise de ça, lui appartient. Et toi, tu loues à quelqu'un là, est-ce que vous êtes la même chose? Ce que tu loues à la personne là, lui ne te dit que ce qu'il veut que tu saches. Mais nous là, on fait pas tri. Parce que la DGSE fait des tri. La Côte d'Ivoire, c'est la DGSE. Les gens pensent que, on dit, oh, j'entends souvent mon jeune frère qui s'appuie, alors ça nous va citer de matériel de renseignement. J'ai dit, hey, tout le matériel, le logiciel de renseignement que la France livre, hein, vous aussi. Il y a des virus dedans. Il y a des virus dedans. Oh, vous abusez. On regarde ça, c'est un autre débat. Alors, donc, si le Bénin pense que ce que nous disons est faux, alors, peuple béninois, député du Bénin, de la nation, pourquoi vous ne demandez pas à votre président ou à votre ministre de la Justice de porter plainte contre nous, pour que nous, on apporte les preuves. Si vous êtes sûr de vous, là, allez porter plainte. Mais si vous n'êtes pas certain, ne le faites pas, parce qu'on va vous humilier. La France a refusé. Jusqu'à la date d'aujourd'hui, on attend le retour de la France, on attend l'action de la France, on attend la réponse de la France pour qu'on puisse présenter les preuves de son implication dans la formation, l'équipement et le renseignement du terrorisme dans le Sahel. La France se refuse jusqu'à la date d'aujourd'hui. Alors c'est vous, petits pays Bénin, là, vous croyez qu'on n'a pas d'informations sur vous. Est-ce que vous êtes au courant de quelque chose? Vous savez ce qui se passe en ce moment dans ce... Vous êtes bleu, vous êtes perdu. Je vous en prie, apprenez à vous taire un peu. Ce petit porte-parole du gouvernement béninois, dites-lui que je lui dis qu'il reste tranquille, qu'il arrête de se masturber moralement, intellectuellement, parce qu'il n'est pas à la hauteur. Son maître, son Dieu, la France, refuse cette contradiction avec le Mali, cette rencontre avec le Mali. Alors, vous croyez que quand nous disons l'information sur vous, c'est pas établi, c'est pas documenté? Alors, on va écouter ça. Effectivement, en Afrique, oui, ça allait. Et je suis absolument désolé de voir l'échec de nos engagements au Sahel. Et je pense que de toute façon, nous aurons à nous poser la question. L'échec que nous observons dans le Sahel, pourquoi ne veulent-ils pas partir? Pourquoi ils ne veulent pas partir? Au Bénin, peut-être que vous ne comprenez pas, mais nous comprenons très bien au Sahel pourquoi ils ne veulent pas partir. Nous savons très bien pourquoi ils ne veulent pas partir. Nous connaissons les raisons de leur refus. Pourquoi ils ne veulent pas partir? Nous le savons. Maintenant, si toi tu dis, on n'a pas de preuves, alors comme le Mali a fait à l'ONU, là, si tu es garçon là, il faut porter plainte. Pourquoi on apporte les preuves? Si le Bénin est garde. Je ne parle pas des Béninois. Hein. J'ai plein d'amis béninois. J'ai des amis béninois que je respecte. Mais si vos autorités pensent qu'ils sont dans la vérité, que nous mentons, que nos autorités mentent, alors exigez de vos autorités de porter plainte. Et on verra. Si on ment, si on ne ment pas, on saura. La France même va vous déconseiller ça. Parce qu'en portant plainte, c'est le, excusez-moi de l'expression du peuple, mais c'est le cul de la France qu'on va mettre au dehors. C'est la France qu'on va humilier. Cette affaire-là, ça va au-delà du Bénin. Le Bénin est trop petit dans ce qui se joue actuellement dans le Sahel. Le Bénin n'est qu'un bouc émissaire. Le Bénin n'est que
un pion. Le Bénin n'est qu'un instrument entre les mains de ces gens-là. Vous croyez que Orano va partir du Niger et puis Orano va pas chercher à faire quelque chose? Vous croyez? Quand le capitaine dit on va retirer la licence d'exploitation de notre or à toutes ces multinationales-là, est-ce que ces Béninois-là même connaissent la politique? Moi, je me pose la question, est-ce que ce sont des analphabètes qu'ils ont pris pour mettre à la tête du Bénin? Vous croyez que nous ne sommes pas au courant des enjeux politiques, de la géoéconomie qui se joue dans le Sahel? Vous croyez réellement que nous ne savons pas ce qui se passe? C'est vous qui jouez à ce jeu-là, petit peuple. Ah, je ne veux pas dire petit peuple, mais petit dirigeant du Bénin, autant pour moi. C'est vous qui jouez à ce jeu. La France ne va jamais vous permettre d'aller. Vous allez demander à les Américains. Le Congrès va demander aux Américains, ils vont dire jamais nous étions dans le nord du Mali. Mais après la prise en main comment on appelle ça? C'est Memphis par le Mali. Les forces armées du Mali, les FAMA. Dans leur fuite, les mercenaires américains ont laissé des précieux documents et informations qui attestaient de leur présence dans une localité malienne. Ils étaient là-bas en violation de toutes les procédures légales des mercenaires américains français, des mercenaires américains autant pour moi. On a montré les documents qu'ils ont laissés dans leur fuite derrière eux. Alors, donc, quand vous parlez, vous les petits dirigeants africains manipulés dans les esclaves des salons, quand vous parlez, faites attention. Parce que vous avez l'impression que nous, on vient pour faire du buzz. D'accord, on fait buzz. Si vous les garçons, portez plainte. Si c'est buzz, si c'est pas buzz, là. Prenez cette intervention, allez donner à Patrice Talon. Si les garçons, il n'a qu'à porter plainte. Wallahi billahi, on va l'humilier, l'humiliation de sa vie. Mais ce qui est certain, la France ne va jamais permettre à ce idiot de président béninois de pousser le bouchon trop loin. La France ne va jamais permettre à ce petit talon-là d'aller porter plainte. Si la France au sein va lui dire, petit, va retirer ta plainte. Il va dire, hey, va retirer. La France ne va jamais accepter. Parce que quand tu vas porter plainte, les preuves qu'on va apporter là, c'est la France qu'on va humilier. La rencontre que la France ne veut jamais avoir à l'ONU, ce que le Mali demande depuis toujours, jusqu'à la date d'aujourd'hui, ce que la France refuse là. Vous croyez que la France va permettre au Bénin de faire ça? Donc quand ce petit porte-parole minable qui n'est au courant de rien, hein, un pion, un manipulé, il est au courant de quoi? Il sait quoi? Il connaît quoi? Il connaît rien. Ibrahim, tout ce que Ibrahim a dit est vrai. Voilà une des preuves ici. Avoir à nos portes un continent entier qui est en train de s'enfoncer dans la destruction des appareils de gouvernement et des États, s'enfonce dans une forme de chaos, de guerre civile dans beaucoup de pays. Ça, c'est le général Leconte qui parle. Celui qui a été reçu par Patrice Talon. Encore plus. Il a été reçu par Patrice Talon. Alors, quand ce petit minable de porte-parole, il parle, est-ce qu'il sait que dans le Sahel, Dieu a fait don à ces États-là de personnes capables de comprendre la géopolitique, la géostratégie, capables de se lever pour apporter des explications plausibles, sans ambiguïté. Ce même général qui est en train de parler, l'Afrique à nos portes, on ne peut pas permettre que ces militaires restent au pouvoir. C'est ce même général qui a été reçu en pompe par Patrice Talon. Vous avez pu écouter Nathalie Yam. On écoute. Dramatique sur des populations vulnérables, des populations africaines. En plus, un continent qui va connaître une explosion démographique comme aucun continent n'en a jamais connu. Et donc imaginez que ça se passe là, dans les 10-20 ans qui viennent, et que ça n'aura pas de conséquences. Alors, les 10-20 ans à venir, vous avez écouté au fouet, vous avez aussi écouté votre serviteur, la vision que je vous ai donnée. J'ai dit ma vision dans les 10-20 ans à venir, sur une population de 100 millions. C'est de ça qu'il parle ici. L'explosion démographique. Aujourd'hui qu'on aura un marché. Et ce marché-là nous permettra d'avoir une économie solide et stable. On n'aura pas besoin d'aller quelque part. Puisque nous allons produire, consommer et produire. À l'exception de ce que nous ne pouvons faire.
Je dis déjà sur la base de 100 millions dans le Sahel, dans le Liptako, à moins de 10 ans, on peut avoir ça. C'est de cette explosion démographique qu'il parle. Vous avez vu, le jour où je vous ai présenté ma vision. Une vision qui est basée sur la démographie et puis l'évolution technologique, c'est-à-dire la création d'unités industrielles pour soutenir notre économie, pour développer notre économie et faire en sorte que nous ne soyons plus soumis au dictat de qui que ce soit. C'est de ça qu'il parle. C'est de ça qu'il parle ici. Alors quand ces petits idiots béninois, ils sortent et puis ils racontent leur petite vie de merde de misère, parce qu'ils ne comprennent pas ce qui est en jeu. Ils ne savent pas ce qui est en jeu. Et nous, on a déjà compris ce qui est en jeu. Ces responsables africains dévergondés, ratés, vulgaires, qui disent du n'importe quoi sans rien dire d'intéressant, n'ont pas une idée de ce qui est en train de se mettre en place. Ils n'ont pas encore compris ce qui est en train de se jouer. Ils voient l'AES comme des pays pauvres, des pays faibles, mais ils n'ont aucune idée de ce qui est derrière l'AES, la force et la capacité à changer le visage de l'Afrique. Ils n'ont rien saisi. Ce sont ces trois hommes-là qui vont mettre l'Afrique à un niveau où les Africains pensaient peut-être que ce serait dans 100 ans, 200 ans. Comme l'arrivée de Barack Obama. Les Américains disaient que ça pouvait arriver, mais dans leur entendement, c'était dans 100 ans, 150 ans. Donc ça arrivait plus tôt que prévu. Et les choses avancent beaucoup plus tôt que prévu aujourd'hui. Si la France, je répète, refuse jusqu'à la date d'aujourd'hui de convoquer cette session extraordinaire pour que le Mali présente ses supposées preuves contre la France, est-ce que ces Béninois-là la ferment? Que ces Béninois la ferment parce que leur maître, leur patron, la France, va jamais accepter de les suivre dans une telle folie. Sur l'Europe, parce que nous vivons dans une sorte de bulle protégée par je ne sais quoi d'ailleurs. C'est tout simplement inconscient. Et donc je pense que cet intérêt commun-là devrait un jour faire que l'Europe se décidera à agir. Ok, écoutez bien. Une autre politique et qui ira défendre elle-même ses intérêts. L'Europe devra décider un jour et aller défendre ses propres intérêts. S'il faut prendre les armes, il faut prendre les armes. C'est ce monsieur-là. À cause de ces propos-là, logiquement, le président Talon ne devait même pas recevoir ce monsieur. Mais il a reçu en pompe. Comme pour concrétiser ce qu'il a dit ici. Alors quand ce petit porte-parole, il parle de quoi? Peut-être ils veulent berner le peuple béninois, mais en tout cas pas au sein du Sahel, parce qu'au Sahel, nous connaissons la vérité, nous savons où elle se trouve, et nous connaissons la manifestation de la vérité. Et c'est pas le Bénin qui va nous effrayer. S'ils croient que nous sommes en train de mentir, s'ils pensent que nous sommes en train de diffamer, pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas porter plainte pour que nous puissions présenter les preuves auxquelles nous faisons allusion? C'est pas compliqué, c'est très simple. Parce que ici, il s'agit de la survie de nos États, la survie de nos peuples. On ne peut pas s'abuser avec. C'est pas des accusations à la légère. Tout est fondé. Il y a des preuves et ces preuves sont irréfutables. Pourquoi on a décidé de tourner définitivement le dos au Bénin et nous orienter vers le Tchad et puis le Cameroun? Même si je n'ai jamais soutenu Dibi Kaka. Mais est-ce que ce n'est raison pour permettre à la France d'attaquer le monsieur sans... ni dɔ banna dɔrɔn n bɛ taa dɔ ta k'a daminɛ mɔgɔ joli sira bɛɛ lajɛlen fura in bɛ boli a bɛɛ lajɛlen na mɔgɔ bɛ filɛ i niyɔrɔ dumuni man kan i niyɔrɔ kuma i tɛ fili o ma ne yɛrɛ de ye sinafɔkɛ ye a ye fɛn o fɛn fɔ fura in na a bɛ fɛn kɛ min ka jugu ni nin bɛɛ ye n ko don dɔ la ne dɔnbaga dɔ y'a terimuso su ka kɛ ne ka fura in kan k'a k'a san musokɔrɔba ko ale dan t'a denmuso ka kɔnɔdimi in ban cogo la tuguni nka a dara la don kelen a ye bidɔn 1 san o kɔfɛ a nana bidɔn 5 de san sisan ne n'o kɛra teri k'a sababu kɛ ala ni den in furakɛli kama ala barika la bi ne y'a ye jamana ɲɛmɔgɔ sera ka papiye ta k'a di an ma
naga mago carte professionnelle o tɛ kɛ gansan ni ko ma kɛ ko tɛ dɔn fura in bana mana k'i farikolo fan o fan fɛ a bɛ don k'a sama ka bɔ farikolo la pewu k'i lafiya k'a kɛ i n'a fɔ i bolo cogo damisa fura lakika don o kɔfɛ an ye sɛgɛsɛgɛli kɛ fura wɛrɛw la kɛrɛnkɛrɛnnenya i n'a fɔ jabɛti ani tansiyɔn ka an tɛgɛ da a bana kisɛ yɛrɛ kan walasa an ka se ka mɔgɔw nafa ni a ye k'o fara damisa ko in kan ni ala sɔnna ma an ka se ka mɔgɔw bɔ u ka degun kɔnɔ. ko ne ko aw maa minnu yɔrɔ ka jan sunɔgɔ kɛ a ka telefɔni nimoro bɛ sɔrɔ. min ye n balimakɛ a ka nɛgɛjuru sira o bɛ sɔrɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye i mago b'a la a mana kɛ mun ye furako ye fo ka taa se mago wɛrɛ ma i bɛ se ka sinafɔ kɛ k'a yɛrɛ wele 75 01 63 95 walima 66 11 78 49 n'o ka gɛlɛn maa ma i bɛ se k'i senfa biribiri ka taa mun ye Janginɛbugu balɔntan yɛrɛ kɛrɛfɛla la ye i mana sinafɔ kɛ ɲininkali kɛ maa ma la bɛɛ lajɛlen b'a yɔrɔ yiri. Alors, merci d'abord, je voudrais infiniment remercier tout le monde pour la confiance tous les jours renouvelée à nos produits. Donc ça, je vais commencer avec le VIH-Sida et en même temps dire à ceux qui ont déjà reçu leur commande, qui sont en train de suivre les différents traitements par rapport aux différentes pathologies, on serait très ravis et très intéressés aussi d'avoir le retour. C'est-à-dire que quand vous achetez le produit, vous l'utilisez, c'est parce qu'il y a un besoin. Vous avez exprimé le besoin. Par la grâce de Dieu, vous avez reçu le produit, vous avez commencé l'utilisation. Donc, il est bon par moment de nous faire un retour pour savoir à quel niveau se trouve votre santé. Est-ce qu'il y a une évolution ou bien il n'y a pas d'évolution. Souvent aussi, c'est intéressant de faire les retours. Alors, je voudrais remercier tous ceux qui nous font déjà des retours positifs. Merci infiniment, merci infiniment, merci infiniment. Alors, comme je l'ai dit, on va commencer avec le VIH-Sida. Évidemment, vous savez, la médecine naturelle, beaucoup appellent médecine africaine ou médecine traditionnelle, bon, ben, la médecine moderne a ses limites. Pour la simple bonne raison que la médecine moderne, c'est surtout le profit. Mais nous, au niveau de la médecine traditionnelle, pas réellement ça, mais au niveau de la médecine naturelle, le traitement se fait à la souche, c'est-à-dire la cellule souche, la cellule même porteuse de la maladie. Donc le traitement, dans un premier temps, consiste à identifier la cellule qui porte le mal, l'identifier et puis agir. Souvent, je présente cette image comme ça. Je dis, vous savez, l'homme est poussière. Les plantes que nous utilisons sont issues de la poussière. Donc, il y a une sorte de synchronisation entre les plantes que nous utilisons, parce que ces plantes, nous ne les faisons pas pousser par des agrès, ni autre forme de produits. Non, ces plantes-là poussent naturellement. Puisque le corps lui-même, il est poussière et il retournera poussière. Donc, seul ce qui est de la poussière peut apporter des rectifications, des améliorations au niveau de ce qui est poussière. C'est en cela que nous utilisons le damsa. Le damsa est 100% naturel, il n'y a pas d'ingrédients, il n'y a pas d'artifice, il n'y a pas de produits chimiques, il n'y a pas de drogue, non, rien. En ce qui concerne le sida, le virus du sida, proprement parlant, le damsa, c'est le 12S que nous proposons à tous ceux qui sont atteints de cette pathologie-là. Et par la grâce de Dieu, je remercie Dieu, la plupart, en tout cas les retours que nous avons reçus, tous ceux qui nous ont recontactés, qui nous ont fait un feedback, ont témoigné du fait que par la grâce de Dieu, vraiment, ils se portent bien après le traitement. Donc, ce que je dis toujours, quand vous achetez le 12S pour le traitement du sida, quand vous commencez le traitement, même quand vous pensez que ça va beaucoup mieux, ce n'est pas suffisant. Vous allez faire des examens encore pour voir votre état de santé. Ce n'est pas seulement par rapport au VIH-Sida, que ce soit le cancer, la drépanocytose, l'hernie discale, les trompes bouchées, les biomes, les fibromes, le cancer, tout. Quand vous faites le traitement, il est toujours bon de retourner. Pas forcément chez le même médecin, mais chez un autre médecin de votre choix
pour qu'il vous donne un deuxième avis qui est différent du premier avis avant le traitement. Donc, quand vous finissez la première dose du traitement, c'est important pour moi, c'est important pour vous, c'est essentiel dans ce que nous faisons. Vous devez toujours aller pour refaire un autre test pour vérifier si le produit agit ou si le produit n'agit pas. C'est important et c'est fondamental. Donc, pour le VIH-Sida et puis l'anémie, ça c'est le 12S. Cancer de la prostate ou toute autre forme de cancer, type 1, type 2. Hein. Ça, il y a un DAPSA qui est là, surtout le 12 aussi. Parce que le 12, lui, il agit à ce niveau aussi. Surtout la régénération des cellules, la purification du sang, surtout oxygéner au maximum le sang. Le 12, c'est sa force. Oxygéner le sang, booster les reins, booster le système immunitaire, régénérer les cellules, nettoyer le sang, et puis donner, comme je l'ai dit, un deuxième aspect à l'organisme, peut-être, pourquoi pas, une deuxième jeunesse, quand on vous voit. En début d'émission, c'est ce que je vous avais dit, c'est le cocktail du 12. En tout cas, moi, personnellement, ce que je peux appeler peut-être la combinaison miracle, c'est le 12 et le 14. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les pathologies compliquées, c'est ce que je fais. Moi, à mon niveau, en tout cas au niveau de ma famille, quand on parle, je fais le cocktail et puis je donne. Et puis j'attends qu'on me revienne. Et Dieu merci, jusque-là, tous les retours sont bons. Voilà. Donc, le diabète, c'est le 6, hein, le diabète. On me dit, on peut pas guérir du diabète. Il dit, ça, c'est l'homme blanc qui t'a dit. Ça, c'est la médecine de l'homme blanc. C'est ce qu'on a appris dans les universités. Mais c'est pas ce que Dieu a dit. Je dis, le diabète, on guérit. Ah, on peut pas guérir de l'hépatite. C'est ce qu'on nous a dit. J'ai dit, ça, c'est ce que les gens ont appris à l'école. C'est ce qu'ils vous ont dit. Mais le DAPSA vous guérit de votre hépatite. Le DAPSA vous guérit de votre diabète. Le DAPSA vous guérit de votre tension artérielle. Les questions ulcères gastriques, ulcères d'estomac, effectivement, il y a une combinaison pour ça aussi, les hémorroïdes internes et externes, les trompes bouchées, les fibromes, les biomes, les complications, en tout cas, on ne peut pas tout citer, sinon on ne va pas quitter ici. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons une gamme de plus de 20 produits. Ça ferait plus de 22. OK? Pour les hommes, particulièrement les hommes, c'est le 5 et le 21. Le 5 et le 21, ça c'est, je peux dire, ça c'est le XXXX, non? Comment on dit déjà XX? Ça c'est le XXXXL du Viagra, voilà. Parce que là, les deux, d'ailleurs, quand les gens m'appellent Keita, je veux les deux, je n'ai jamais vendu les deux à quelqu'un. Je dis, je fais faire. Parce que c'est trop compliqué. J'ai dit, vous avez vu anti-alika de Yodé Siro, hein? Anti-alika, Yodé Siro, vous avez vu, ah, d'accord. Ça, c'est pas bon. Donc, quand les gens disent, ah, Keita, je veux le 5 et puis le 21, j'ai dit l'argent, il dit, non, non, je ne vais pas. Et tous ceux qui me connaissent savent, parce qu'en fait, il faut vendre, c'est bon, mais vendre avec intelligence et puis conscience, c'est important. C'est important. Voilà. Le 21 à lui seul, c'est autre chose. Le 5 à lui seul, c'est autre chose. Donc, combiner les deux, ça devient anti-alika. C'est compliqué, on peut pas faire ça. Hein? Nos épouses, quand même, on peut pas les fatiguer jusqu'à ce point. Alors, donc, vous comprenez, au niveau des yeux aussi, souvent les gens posent la question des visions floues, mais c'est lié soit au diabète, soit à la tension artérielle. Souvent aussi même la performance au niveau de l'homme, c'est lié aussi soit au diabète, à la tension ou à la prostate. Très souvent quand les gens disent j'ai ça, mais je vais, il dit non, il faut laisser le 5, le 21, traitons d'abord la prostate ou le diabète ou la tension artérielle et puis ensuite, si tu vois qu'il n'y a pas d'amélioration au niveau de la libido, là on peut. Mais en général, quand là-bas tu es bien traité, tu es guéri, la libido reprend son chemin normal, son cours normal. Ok? Voilà. Donc, diabète type 1, type 2, le DAPSA qu'on n'est pas, le DAPSA du traitement du diabète, c'est le DAPSA 6. Maintenant, si le diabète a laissé des séquelles, à ce moment-là, on l'accompagne avec le 12. Voilà. Le 12, en fait, c'est le produit qu'on peut combiner avec tous les produits d'APSA. Voilà. Bon, les femmes aussi qui ont des problèmes, soit de règles irrégulières,
des multiples fausses couches. Chaque fois que vous tombez enceinte, vous perdez l'enfant. Là, c'est le 13. Hein? C'est hier, j'ai discuté un peu avec mon gars. On s'est entendu parce que on était en train de voir entre le 12 et le 13. Mais ça, c'est le 13 qu'on peut donner à ce niveau-là. Les femmes qui font les multiples fausses couches. Alors, on peut les aider aussi à ce niveau-là. Voilà. Bon, c'est beaucoup. Hein. Il y a l'insuffisance rénale, ça c'est le 11, vous le connaissez. Enfin, pour ceux qui sont habitués, ils savent très bien l'insuffisance rénale, le cancer du rein, cancer de la prostate, ou toute forme de cancer, là c'est le 12 uniquement. Mais quand il y a des séquelles, on accompagne le 12 avec le 14. Voilà. Donc, pour plus de résultats aussi, la combinaison, parce que c'est nous-mêmes qui faisons les cocktails ici. On vous donne les deux produits. Si vous voulez les deux produits, on vous les envoie. Mais très souvent, les gens nous disent, Keïta, tu nous envoies deux produits. Pourquoi tu ne fais pas toi-même les cocktails? Parce que c'est mieux. Si toi tu fais, on sait que la bénédiction va accompagner. Mais quand nous on fait là, c'est pas ça. Donc on veut que toi tu fasses et puis tu nous envoies. Voilà. Ce qui fait que souvent les gens comprennent. On dit, ah, j'ai acheté deux, c'est un, tu envoies. Mais ils comprennent pas que c'est pas la quantité, mais c'est la qualité. Voilà. Alors quand vous combinez les deux, évidemment, souvent quand il y a des surpoids, on prend la photo. Au niveau de DHL, on prend la photo et on vous dit, attention, il y a un surpoids qui est là. Voilà. Donc, on garde le contact. Si vous êtes toujours intéressé, comme vous le savez, nous sommes toujours en promo. C'est le 223 72 77 47 88. Je répète encore, 223 72 77 47 88. Pour une dernière fois, c'est le 223 72 77 47 88. Alors, je voudrais dire aussi que nous aidons beaucoup. Mais il y a une façon de demander l'aide. Est-ce que vous voyez? Il y a beaucoup de personnes qui peuvent quand même témoigner. Beaucoup de personnes peuvent témoigner que j'aide énormément. Il y a des gens à qui j'envoie des produits de 300 000, 200 000, 300 000 gratuitement. Ils payent juste la livraison. Mais il y a la façon de demander quoi. Est-ce que vous voyez? Voilà. Souvent, les gens, bon, ils ont des problèmes au lieu de venir dire uniquement, bon, Keïta, franchement, voilà ma situation. Je dis, je peux pas aider tout le monde, ça c'est une certitude. Même Dieu n'a pas donné l'argent à tout le monde. Donc je ne peux pas. Ça dépend aussi. 10 personnes peuvent manifester le désir d'être aidé, mais sur les 10, peut-être que c'est 2 ou 3 seulement que je choisis au hasard. Et puis j'aide. Voilà, je peux pas faire pour tout le monde, je fais pour chaque jour que Dieu fait. Il n'y a pas une semaine où je n'aide pas gratuitement, c'est pas possible, je le fais tout le temps. Mais je le fais qu'à la mesure de mes moyens aussi, je peux pas tout donner, sinon ça va être compliqué. Parce que quand vous regardez tout ce que j'ai investi en termes d'équipement pour vous donner la qualité et le son, donc c'est pas aussi facile. Alors, donc, on est ensemble, on garde le contact. Une dernière fois, c'est le 223 72 77 47 88. Que Dieu nous aide, que Dieu aide le Sahel, que Dieu aide la Confédération de l'Alliance du Sahel, et de soutien nos autorités, le président Goïta, le général Tchani, le capitaine Ibrahim, et surtout, nous, peuple du Sahel, que Dieu continue de veiller sur nous contre les forces du mal et les puissances des ténèbres. Il y a des menteurs, il y a des manipulateurs, tels que la photo que je vous ai présentée, ce monsieur-là qui est indigne d'être un Malien, qui est indigne d'être un Africain, qui n'a autre ambition que de nourrir la haine de tous ceux qui se battent au quotidien pour aider et soutenir ce pays. Si vous le voyez dans la rue, posez-lui la question, qu'est-ce qu'il a contre le Mali? Peut-être il pourra vous répondre. Mais quant à moi, je l'ai bloqué, je l'ai banni. Je ne veux pas avoir affaire à lui. C'est tout. Que Dieu le garde. Bonne journée, bonne soirée. Cela dépend de l'heure à laquelle chacun se trouve. On garde le contact et à très bientôt. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.